on a réussi à faire le tour, je crois, des différents mots MAUX qui affligent la France, là, pour le meilleur ou pour le pire, malheureusement, et qui expliquent, disons, les racines des résultats des élections européennes. Mais j'aimerais passer à la réaction des marchés financiers. Les marchés financiers français ont subi une liquidation brutale. La semaine dernière, les investisseurs auraient liquidé principalement des obligations. Et Des actions aussi, bien ouais. sûr. Là. Michael, je te passe la parole dans quelques instants pour que tu fasses ton topo sur la chose. Certains analystes et spéculateurs ont souvenu à croire que la BCE interviendrait, la Banque centrale européenne, pour réduire l'écart, mais encore une fois, Michael va en parler, l'écart des taux d'intérêt entre les obligations françaises et allemandes principalement, mais surtout Bruno Le Maire, ministre français des Finances, oui, a averti qu'une victoire de l'extrême droite pourra entraîner une crise financière. On comprend qu'il y a des raisons électorales derrière tout ça, mais c'est peut-être pas entièrement faux. Donc, Michael, on te laisse nous expliquer un peu quelle était, de un, la réaction des marchés, de deux, quelle est la situation globalement, fiscalement et économiquement en France, peut-être terminer avec quelques scénarios à anticiper, là, scénarios possibles à venir. Michael? Oui, j'allais faire une mauvaise blague, j'allais dire tu veux passer des mots aux chiffres. Ben, Donc c'est un peu ça, oui, c'est vrai. C'est un peu voilà. ça. Et je vais déjà poser la table, dresser la table, juste donner quelques éléments. On va dire, on va se positionner juste avant les européennes. Ce qui est important de comprendre, c'est que le gouvernement d'Emmanuel Macron avait déjà perdu le contrôle des dépenses publiques. Alors, bien entendu, il n'est pas responsable de la totalité de la dette accumulée au cours des 50 dernières années. Où est-ce qu'on en est? Donc, on est actuellement à 3101 milliards d'euros. C'est 110% du PIB de la France. En 2023, le déficit public sur PIB était de 5,5%. Et actuellement, avant même d'un changement de gouvernement, la trajectoire de déficit sur PIB est de 6% en 2024. C'est-à-dire qu'on est 2 fois au-dessus du seuil du pacte de stabilité financière. Et si je peux ajouter, pour mettre les choses en perspective, pour une audience, c'est des chiffres assez immenses. La dette française, en ce qui a trait au ratio dette publique PIB, est le troisième plus élevé en Europe après la Grèce et l'Italie, qui sont bien sûr les mauvais élèves de l'Europe, si je peux dire. Ouais. C'est pour dire à quel point là, la France est endettée. Mais fin de ma parenthèse, Michael, je te laisse la parole. Exactement. Et donc, ça, c'était la photographie avant les européennes. Il y a eu le choc des européennes et surtout le choc de la dissolution. Et là, il y a eu une réaction. Parce que concrètement, alors déjà, première chose, heureusement que les agences de notation, que Moody's par exemple, a dégradé la note de la France avant les européennes. Parce que sinon, ça aurait été catastrophique. C'est Donc passé à double A moins? oui, la France est actuellement notée double A moins, puisque Fitch avait déjà dégradé la note de la France, Moody's l'a fait, S&P va probablement suivre. Mais ce qui est important, c'est que ça, ce sont les agences de notation. Mais en fait, les marchés financiers ont déjà dégradé la note de crédit de la France suite à ce qui s'est passé il y a 10 jours. Concrètement, les investisseurs institutionnels, donc les fonds de pension, les banques, les assureurs mondiaux, en fait, vendent les obligations françaises, donc les OAT, pour acheter des obligations allemandes, le Bund. Et c'est pour ça que ce qu'on voit actuellement, c'est que le spread entre l'OAT et le Bund est en train de s'écarter. Donc, on est dans une période de stress financier et la semaine dernière, le spread OAT-Bund est monté au-delà des 80 points. La crise est en train de se tasser un petit peu. Actuellement, alors j'ai regardé ce matin, donc le spread est actuellement de 76 points. C'est-à-dire que il a arrêté de se creuser.
peut-être préciser, pardon, Michael, les obligations, en fait, le rôle des obligations pour un État, et quand on parle du spread et des points, C'est qu'est-ce que la ça veut dire différence, c'est concrètement, là? juste la différence entre le taux d'intérêt, donc le taux auquel les États se financent. Alors dans ce cas-là, c'est à 10 ans. Et pour donner un ordre d'idée, oui, bah tu as raison. En fait, je vais vous donner les taux d'intérêt. Donc la France actuellement se finance à 10 ans à 3,17%. Et l'Allemagne se finance à 2,41%, c'était les taux ce matin. Donc c'est ça, c'est cet écart-là qu'on regarde. C'est-à-dire que les marchés sont en train de différencier la note de crédit des deux principales économies européennes. Si je peux résumer, en gros, les Allemands peuvent emprunter à des taux inférieurs, ce qui veut dire que leur dette à venir est moins chère que les Français. Exact. Et en fait, actuellement, la France se finance à 10 ans à un taux plus élevé que le Portugal. Le Portugal se finançait ce matin, donc les obligations portugaises à 10 ans étaient à 3,09%. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le Portugal, qui a une note de crédit bien inférieure à celle de la France, en fait, eux remontent. Ils améliorent leur note de crédit, ils sont remontés à A-. Le Portugal se finance moins cher que la France. C'est-à-dire que pour les marchés financiers, La France est plus risquée. la France est maintenant plus risquée que le Portugal. La prochaine étape, ça serait, qui serait un très très mauvais signal, ça serait que la France se finance plus cher que l'Espagne, qui ce matin, les obligations espagnoles à 10 ans étaient à 3,28%. Donc actuellement, le taux d'intérêt de la France est encadré par celui du Portugal, celui de l'Espagne. Ça veut dire que pour les marchés, la note de crédit de la France, c'est A- ou un peu moins. Et ça c'est un vrai choc. Parce que ça, on va dire, c'est une note implicite. C'est ce que disent les... De l'autre côté, si on regarde du côté des CDS, alors c'est les crédits default swap. Alors qu'est-ce qu'un crédit default swap? C'est un produit dérivé qui permet aux investisseurs institutionnels de se protéger contre un défaut de la France. Alors, qui achète ces produits-là? Ce sont, par exemple, des fonds de pension qui ont de la dette française dans leur portefeuille. Eh bien, la prime de ces assurances a doublé en 10 jours. Je sais pas si c'est assez énorme. C'est un signal. C'est ce que disent les marchés, c'est que il y a maintenant un risque lié à la probabilité de défaut vient d'augmenter nettement. Et je vais expliquer pourquoi. Et est-ce que des fonds ou est-ce que des spéculateurs aussi, un peu comme la crise des subprimes en 2008 aux États-Unis où tout le monde a vu le film de Big Short là, qui ont fait une fortune en achetant des CDS un peu avant, disons, l'effondrement. Est-ce qu'il y a ici des spéculateurs plus que des fonds qui tentent de protéger leurs avoirs? Est-ce qu'on le sait? Principalement des investisseurs institutionnels qui achètent ces produits-là, mais bien entendu, tu peux très bien acheter des CDS sans posséder de dette française. C'est une possibilité, mais c'est difficile de traquer ces phénomènes de spéculation. Mais de toute façon, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça voudrait dire que on aurait des investisseurs qui jouent la possibilité d'une dégradation, mais en fait ils ne la provoquent pas, ils ne font que la suivre. Il y avait une autre réaction qui est extrêmement intéressante, c'est la réaction de la Banque centrale européenne. Donc, il y a eu l'économiste en chef de la Banque centrale européenne, Philippe Lane, qui a minimisé la nécessité de la BCE d'intervenir pour soutenir le marché obligataire français et pour réduire l'écart de rendement entre les obligations françaises et allemandes à 10 ans. Et donc, pour lui, il dit que c'est correction et tout. Et il a rappelé à la France que l'utilisation du TPI, donc la capacité pour la Banque européenne d'aider les pays en difficulté en rachetant leurs dettes sur les marchés, était conditionnée
au respect, on va dire, total ou partiel, du pacte de stabilité. Donc, on va le dire de façon simple, c'est, chers Français, faites au moins semblant de le respecter. C'est-à-dire que, de fait, le gouvernement d'Emmanuel Macron ne le respectait pas, mais au moins, il avait le mérite de dire « on va faire le maximum pour essayer de le respecter ». Mais là, on a maintenant des partis politiques qui sont en tête, il y en a un qui a le NPF a très clairement mis dans son programme qu'il ne respecterait pas le nouveau traité. Front populaire, c'est ce que le nouveau Front populaire qui ne respecterait pas le pacte de stabilité financière, et en plus qu'il dénoncerait tous les traités, tous les accords de libre-échange signés par la France. J'ai hélas deux clous à enfoncer, deux clous supplémentaires à enfoncer dans le cercueil. C'est la réaction de la Bourse de Paris. Donc, la Bourse de Paris a perdu quelque chose comme 9% depuis l'annonce de la dissolution. Et la Bourse de Paris a tellement baissé que la bourse londonienne a repris la tête des places financières européennes. Et les principales perdantes, ce sont principalement les banques françaises qui, elles, sont obligées de détenir de la dette française. Et alors là, le dernier clou, ça a été porté par la Commission européenne, et donc c'était hier. C'est la décision d'ouvrir une procédure de déficit excessif contre la France, qui veut, pour l'amener à revenir dans une trajectoire compatible avec le pacte de stabilité financière, mais revenir dans les 3% ou sous les 3%, ça veut dire 100 milliards d'euros de baisse de dépenses en France. C'est là où on en est. La France a du mal à trouver 10, 15 milliards. Alors 100 milliards, vous imaginez, c'est des montants qui sont faramineux. Donc voilà la situation. Mais pourquoi les marchés ont autant réagi? Alors ça s'est fait en deux temps. Il y a eu une première baisse. Alors ça dépend comment on le prend. Baisse au niveau de la Bourse de Paris, hausse au niveau des taux d'intérêt. Au moment donc de la décision d'Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée et d'appeler à des élections législatives anticipées. Premier coup de stress. Le deuxième coup de stress, ça a été la lecture des programmes. Alors ça a été deux choses. Les sondages, donc Maximilien en a parlé. Les deux partis qui sont en tête des sondages pour les élections législatives, c'est un, le Rassemblement national, deux, le nouveau Front populaire. Ce qu'il faut regarder, ce sont les programmes. Alors moi, j'ai fait une petite synthèse des programmes pour que tout le monde comprenne, et j'ai noté les chiffrages. Chiffrage de l'Institut Montaigne et chiffrage de l'agence France Trésor. Alors je vais juste faire très très vite, je vais vous donner les points importants des programmes. Et vous allez comprendre qu'on va vers une explosion des déficits. Donc, programme du Rassemblement, je vais aller dans le sens des sondages. Donc, le RN est en tête, je vais donner son programme en premier. Donc, annulation de la réforme des retraites, qui a été votée par le gouvernement d'Emmanuel Macron. Incluant l'abaissement de l'âge de 64 ans à 62 ans. Voilà, incluant l'abaissement de l'âge. 2, baisse des taxes sur l'énergie et l'électricité. Et 3, baisse des taxes sur l'essence. Et ça, c'est les trois principales décisions. Alors, ils ont mis énormément d'eau dans leur vin. Là, c'était ce qu'ils ont annoncé, le nouveau programme est bien plus tranquille, on va dire, que le programme précédent. Et malgré ça, l'Institut Montaigne a annoncé que c'était un accroissement des déficits de 100 milliards d'euros par rapport à la situation actuelle.
C'est-à-dire que ça veut dire une augmentation de 3 à 4% du PIB de déficit supplémentaire. Ça veut dire que ça mettrait la France sur une trajectoire de déficit de 9 à 10% du PIB annuel. Et ça, c'est pas le plus inquiétant. Le plus inquiétant, c'est le programme du nouveau Front populaire. Au niveau financier, je parle pas du tout de politique ici. Je parle uniquement on parle d'argent. Donc, premier point, identique à celui du Rassemblement national, donc annuler la réforme des retraites. Donc, a priori, il y a peu de chances que cette réforme existe encore si un des deux favoris remporte l'élection. Deuxième chose, augmentation du salaire minimum de 15%. Troisième chose, augmentation des salaires des fonctionnaires, ce qui est logique puisque c'est la base électorale du nouveau Front populaire. 4, indexation des retraites sur les salaires, puisqu'en fait les salaires vont augmenter massivement, donc ils veulent que les retraites suivent cette augmentation. 5, contrôle des prix sur les biens de première nécessité, donc on va rentrer dans des prix administrés sur des produits alimentaires, sur je ne sais pas, moi si j'étais un industriel alimentaire, je ne sais pas si je vendrais mes produits en France si on m'oblige à les vendre à un prix administré. 6, l'augmentation des transferts sociaux. Alors tout un ensemble de transferts sociaux, par exemple les aides au logement qui seraient augmentés, les transferts, tout un ensemble. 7, alors comment ça se finance ? Il y a deux sources de financement qui sont apportées. Alors, premièrement, c'est une augmentation des impôts de 50 milliards d'euros sur les classes moyennes supérieures et les classes aisées. Donc, globalement, alors ça, ce serait dès l'automne. Hein. C'est assez rapidement, une fois que... l'objectif, c'est... si un gouvernement se monte, immédiatement ils mettent en place ces augmentations d'impôts qui toucheraient, puis ça a été annoncé, toute personne qui gagne plus que 4 000 euros va avoir moins d'argent à la fin du mois que s'il passe que précédemment. Et il y a aussi la restauration de l'ISF et la mise en place d'une exit tax pour pour dissuader les riches de quitter le territoire. C'est pas déjà fait largement. Non, l'exit tax avait été instauré par les riches, François Hollande. Les riches ont déjà largement quitté la France pour des ciels plus cléments fiscalement. Mais l'exit tax avait été déjà mis en œuvre par François Hollande, puis retiré par Emmanuel Macron. Et malgré ça, donc l'agence France, malgré le fait d'avoir cette augmentation d'impôts et tout, l'agence France Trésor chiffre l'accroissement du déficit à 300 milliards d'euros par an. Alors j'arrête de calculer des pourcentages de PIB. C'est juste que bon, je ne sais pas s'ils souhaitent réellement arriver au pouvoir, mais disons que ça va être difficile à financer parce que je sais pas si vous aimez. Il y a 300 milliards d'accroissement de déficit, plus 300 milliards de dettes à refinancer chaque année. Parce qu'en fait, c'est les 3100 milliards de dettes de la France. Il y a toujours une partie qui arrive à échéance chaque année. Et donc, par exemple, cette année, la France doit refinancer 300 milliards sur les marchés financiers parce qu'elle n'est pas en mesure de rembourser cette dette. Donc, elle doit faire rouler sa dette. Et d'ailleurs, sont les économistes du NPF disent que de toute façon, ils sont pas là pour rembourser la dette. Il suffit juste d'essayer de payer les intérêts. Donc, ils sont en dehors de toute idée de remboursement de la dette. Et pour terminer mon point sur les marchés, en fait, il y a 3 grands scénarios. Premier scénario, c'est un gouvernement qui obtient une majorité absolue. Alors oui, je termine. Bon, j'ai pas parlé du programme de Renaissance parce qu'en fait, je veux dire, il ne propose qu'une augmentation de 12 milliards d'euros, ce qui le fait
presque paraître pour très raisonnable. Augmentation des dépenses. Une augmentation des dépenses de 12 milliards d'euros et donc Gabriel Attal se lance, dirige une campagne où il n'a pas de munitions. En fait, il y a quelques augmentations. En fait, il y a des augmentations, des exonérations sur les heures supplémentaires, passage de, c'est la fameuse prime Macron, passage de 3 000 à 10 000 si je crois bien. Mais donc les marchés regardent trois scénarios. Donc un gouvernement qui obtiendrait une majorité absolue et qui a une légitimité pour gouverner. Ça c'est le premier scénario. Une instabilité parlementaire mais la mise en place d'un gouvernement minoritaire. Et le troisième scénario, c'est une impasse politique. Une impasse politique avec une France sans gouvernement, puisqu'il n'y a aucune capacité à mettre en place un gouvernement. Et donc, ça serait la mise en place d'un gouvernement technocratique, c'est-à-dire que ce serait un peu comme ce qui s'est passé en Belgique, les fonctionnaires qui dirigeraient le pays. Eh bien, le scénario préféré des marchés, c'est ce troisième scénario. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'ils savent que même si un gouvernement se met en place, imaginons que les sondages aient raison. Imaginons que le RN arrive au pouvoir. Qu'est-ce qui va se passer? Les syndicats ont déjà prévenu, des groupes de gauche ont déjà prévenu, on va bloquer le pays. Ça va être le chaos. Ça va être le retour des barricades sur les ronds-points, ça va être terrible pour les chefs d'entreprise. Donc, étrangement, un gouvernement qui sera en mesure de gouverner n'est pas le scénario préféré par les marchés. Et moi, ce qui m'intéresse là, c'est d'entendre Raphaël sur ce que pensent les entrepreneurs, parce que lui est au contact des entrepreneurs français et à quoi ils s'attendent, quel est leur espoir. Est-ce que c'est parmi les ces trois scénarios-là et qu'est-ce qu'on pourrait espérer de mieux pour la France?